je vais dire en préambule que je travaille au sein de l'équipe SYSIF, qui est une équipe signaux, systèmes et physique, c'est-à-dire une équipe de traitement statistique du signal. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est un peu à la frontière des mathématiques, un peu à la frontière des statistiques, un peu à la frontière de l'informatique, un petit peu à la frontière de la physique, et qui est une équipe embarquée au sein du laboratoire de physique de l'ENS Lyon. Alors si je prends la peine d'ajouter cet élément, c'est pour vous donner un petit peu le contexte, une sorte d'éclairage sur le point de vue que je vais adopter pour parler de fractal, qui sera finalement ni le point de vue d'un mathématicien, ni celui d'un physicien, ni celui d'un informaticien, mais celui d'un chercheur qui s'intéresse à cette notion de fractal et qui a envie d'utiliser toutes les cordes que la science lui donne, aussi bien ce que les mathématiques apportent que ce que la physique donne, que ce que l'informatique permet, pour travailler autour de cette notion de fractal et d'en tirer tout ce qui peut en être tiré. Alors on va donc parler pendant cette heure et demie de fractal, qui est un sujet qui jouit d'une certaine popularité, qui est relativement à la mode, mais qui reste, à mon avis, relativement difficile. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin de cet exposé. Et c'est pour ça qu'on va prendre, dans un premier temps, un moment assez long pour essayer de discuter les intuitions, les idées, les notions qui sous-tendent le concept ou le terme de fractal. Et puis dans un deuxième temps, on essayera de voir avec quel modèle mathématique on peut imaginer rendre compte de cette notion de fractal. Ensuite, on verra quels outils statistiques nous permettent d'analyser des signaux et de décider si oui ou non ils ont des propriétés fractales, et le cas échéant, de quel type de modèle mathématique, à quel type de modèle mathématique on peut se référer pour décrire ces données. Et puis dans un dernier temps, on verra en quoi la notion de fractal fournit un paradigme intéressant pour l'analyse du trafic Internet. Tout au long de cet exposé, vous verrez réapparaître cette planche qui sert de plan, de fil conducteur, de sorte que si je vous ai perdu par mon discours dans un méandre fractal, vous pourrez, à mon corps défendant, vous pourrez vous resituer dans la progression de l'exposé. J'imagine que ceux ou celles d'entre vous qui ont déjà entendu parler de fractal ou qui ont tapé fractal dans leur moteur de recherche préféré associent le terme de fractal donc à l'une de ces belles images qu'on trouve très aisément sur un grand nombre de pages web. Alors ces images, elles ont un petit côté esthétique, certains leur trouvent même un côté poétique, et c'est probablement ce côté esthétique qui est en partie au moins à l'origine de la popularité de la notion de fractal. Mais ce que je vais essayer d'indiquer aujourd'hui, c'est que finalement ces belles images, ce n'est un peu que la partie émergée de l'iceberg fractal, et tout le monde sait bien que c'est en allant regarder dans la partie immergée, la partie qui est dessous, qu'on comprend plus de choses ou qu'on apprend plus de choses. Donc ce que je vous propose finalement dans cet exposé, c'est au moins pour une partie du temps d'oublier ces images et de préférer regarder ces signaux-là, de nouvelles images que bon, moi je trouve aussi belles que les autres, mais qui ont surtout la qualité d'être des vrais signaux expérimentaux qui ont été donc mesurés, collectés sur des expériences de physique qui ont été réalisées dans les caves, dans les sous-sols du laboratoire de physique de l'ENS Lyon. Et vous voyez que je me suis permis de faire ce qu'on demande toujours aux étudiants de ne pas faire, c'est-à-dire que vous n'avez aucun titre, rien sur l'axe des X, rien sur l'axe des Y. Alors c'est à dessein, parce que comme ça, on est obligé de se concentrer sur la seule information qu'on a, qui est finalement le décours temporel de ces signaux. Et l'exercice auquel on va se livrer pendant cette heure, c'est d'essayer de décrire ces signaux. On va se demander, si on devait les décrire, que dirait-on? Et comme vous n'avez pas d'informations, vous êtes obligé d'essayer de fonder cette description sur ce que vous voyez. Donc je vais vous laisser 3 secondes, essayez d'imaginer la situation suivante. Vous décrochez votre téléphone portable, vous appelez quelqu'un qui n'est pas dans cette salle et vous devez lui décrire ces signaux. Essayez d'imaginer qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire qui lui donne une information qui lui permettrait de se faire une image de ce que vous avez sous les yeux. Alors pour guider un tout petit peu la réflexion, on aurait pu commencer avec des signaux
plus simples, des signaux comme ceux-ci, qui ne sont pas ceux-là des signaux expérimentaux, c'est des signaux qui sont synthétiques, qu'on a fabriqués ad hoc pour cette présentation. Et si vous aviez à parler de celui-ci, facilement vous diriez que c'est un signal qui est presque sinusoïdal, avec une période facile à mesurer, et puis peut-être un petit peu de bruit dessus. Le signal d'à côté, vous diriez que c'est le même que le précédent, avec une tendance linéaire ou une tendance croissante qui est superposée. Si vous aviez à décrire le troisième, peut-être vous pourriez faire la chose suivante. Vous pourriez en prélever une partie qui est matérialisée par ce rectangle rouge, la dilater, et puis à l'intérieur de cette fenêtre dilatée, on voit à nouveau un phénomène bien périodique, dont on peut aisément mesurer la période. Donc vous pourriez donner une première information à votre interlocuteur qui est il y a une période très caractéristique dans ce signal dont je peux mesurer la valeur. Puis vous pouvez continuer à mesurer sur une partie du signal, à zoomer sur une partie du signal à l'intérieur d'une période, par exemple, et à l'intérieur d'une période, vous pouvez dire maintenant, je vois un objet dont la taille est qui a une taille caractéristique que là aussi je peux aisément mesurer. Puis vous pouvez continuer à zoomer. Et puis peut-être que vous pourriez dire, il y a une transition entre un état haut et un état bas, et par une technique qu'on pourrait imaginer ici, on pourrait mesurer la durée de ce phénomène transitoire. Et vous voyez, si à votre interlocuteur, vous lui donnez ces informations, vous lui dites, ce signal, il est caractérisé par trois échelles de temps bien très, très particulières, très caractéristiques du signal, qui sont de type période, de type taille d'un objet et de type durée d'un transitoire, vous lui avez donné une information très claire sur le contenu du signal, et il y a fort à parier qu'il en a une représentation qui est relativement précise. Maintenant, les signaux auxquels on s'intéresse, c'est ces signaux-là, et on voit tout de suite, quand on les regarde, que c'est certainement moins clair d'identifier une période caractéristique ou d'identifier une taille caractéristique d'un objet ou d'un phénomène à l'intérieur de ces signaux. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est le mot qui vous est venu à l'esprit pendant que je parlais, mais peut-être qu'on pourrait décrire ces signaux en disant qu'ils sont fortement irréguliers, qu'ils sont fortement variables, et que peut-être que c'est ça finalement l'élément essentiel qui les caractérise. Alors fortement irrégulier, fortement variable, ça reste quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du qualitatif, de l'ordre de l'impression. On peut cependant essayer de le quantifier en reprenant l'idée de faire des zooms sur le signal. Alors on va prendre ce signal-là, ce morceau-là, et on va en prélever une partie qui est matérialisée à nouveau par ce rectangle rouge, dont on dilate l'axe des temps et l'axe des amplitudes de facteurs dont on rediscutera dans un moment. Et ce que peut-être on pourrait dire à l'interlocuteur à qui on veut décrire ces signaux, c'est que quand on a fait cette opération de dilatation, finalement on a l'impression de voir la même chose que quand on regardait le signal de départ. Et c'est à tel point que si on enlevait les deux rectangles rouges et qu'on mélangeait ces deux signaux, on aurait le plus grand mal à dire lequel était la partie et lequel était le tout. Donc il y a une forme de ressemblance entre le tout et la partie qui semble être une caractéristique de ces signaux. Et puis vous pouvez lui dire quelque chose d'encore plus intéressant à cet interlocuteur. Vous pouvez lui dire que si vous recommencez le même jeu, non plus avec ce grand rectangle rouge, mais avec un moyen rectangle rouge ou avec un petit rectangle rouge, vous tirez toujours la même conclusion, qui est que le tout et la partie semblent se ressembler, semblent indiscernables les uns des autres. Et finalement, ce que cette petite analyse élémentaire nous indique, c'est que grand rectangle rouge, moyen ou petit, que grand, moyen ou petit, finalement, ça ne veut rien dire parce qu'on est incapable de trouver, dans ce signal qui nous intéresse, une échelle de temps qui soit caractéristique de ce signal et relativement à laquelle on pourrait donner un sens à grand, moyen ou petit. Et ça nous amène à la première notion fondamentale qu'on peut associer au fractal. C'est cette notion, on va dire qu'un signal ou qu'un objet est fractal quand il est caractérisé par une forte variabilité, une forte irrégularité, et quand cette irrégularité, elle correspond au fait que le tout et la partie sont indiscernables, quand il y a une forme d'auto-similarité entre l'objet lui-même et n'importe quelle de ses parties. Ça veut dire que dans cet objet, il n'y a pas d'échelle de temps caractéristique. Donc finalement, le fractal, ça se définit par une phrase négative, il n'existe pas dans ce signal une échelle de temps ou une échelle d'espace qui soit caractéristique. Si on veut reformuler ça de façon positive, on peut dire que ça veut dire que toutes les échelles de temps de ce signal jouent un rôle également caractéristique dans la description de ce signal. Donc ça, c'est un premier point important. Fractal, c'est avant tout, et bien avant d'être des belles images, une notion d'invariance d'échelle. On va prendre maintenant un deuxième exemple. Alors cet exemple, il est extrêmement classique. C'est le jeu qui consiste à vouloir mesurer
la longueur de la côte de Bretagne. On le trouve sur un grand nombre de sites web et dans beaucoup de présentations. J'ai néanmoins choisi de le présenter parce que il joue un petit peu, à mon avis, le rôle de mythe fondateur pour la notion de fractal. C'est un exemple qui a été mis en exergue, qui a été repris par Benoît Mandelbrot, qui est un chercheur qui a joué un rôle essentiel dans l'émergence de la notion de fractal et dans sa cristallisation. On va y revenir aussi. Donc j'ai choisi de vous reparler de cet exemple. Et donc l'idée, c'est on veut mesurer la côte de Bretagne. Et donc voici un exemple. Je ne sais plus si dans l'exemple original, il s'agissait de la côte de Bretagne, de la côte de Grande-Bretagne ou de la côte de je ne sais quel pays, mais comme de toute façon on fait des mathématiques, voilà ce qu'on va mesurer. Voilà la côte du pays imaginaire, la frontière du pays imaginaire qu'on va mesurer. Alors pour mesurer cette frontière, eh ben, on va faire ce qu'on a appris à faire à l'école primaire. On va sortir une règle et puis on va reporter sa règle le long de cette frontière le nombre de fois qu'il faut pour couvrir l'objet. Donc voilà, on choisit une règle qui est ici une boule bleue, de taille A bleu, qu'on appelle 1. On couvre l'objet à mesurer avec les boules, et puis on dit simplement que la longueur mesurée, c'est le nombre de fois qu'il a fallu reporter sa règle en objet, multiplié par la taille de la règle. Jusque-là, c'est pas difficile. Simplement, on a à côté de soi un voisin qui est facétieux et qui, lui, vient avec une autre règle, une règle rouge, et qui a envie de faire la même opération. Alors, à nouveau, il sort sa règle rouge, qui est dans mon exemple plus petite, elle est même 3 fois plus petite que la règle bleue, dans ce cas-là, couvre à nouveau l'objet, et puis il mesure le nombre de fois, enfin, il compte le nombre de fois qu'il a fallu reporter sa règle pour couvrir l'objet, et il en déduit une nouvelle longueur. Et fort heureusement, je pense que le dessin parle de lui-même. Si la règle est 3 fois plus petite, il faut la reporter 3 fois plus de fois pour couvrir le même objet, de sorte que la longueur bleue et la longueur rouge coïncident bien et sont bien égales à la longueur de l'objet qu'on cherche à mesurer. Tout ça est rassurant parce qu'aux erreurs de mesure près dont je ne parle pas ici, la longueur qu'on a mesurée est indépendante de la taille de la règle qu'on a choisie. Alors ça, c'est quelque chose auquel on est tout à fait habitué et qui est extrêmement confortable parce que ça correspond à nos habitudes et à ce qu'on nous a appris. Mais c'est néanmoins quelque chose qui est tout à fait central, qui est même le fondement de la géométrie euclidienne. C'est quelque chose qui nous dit que si cette longueur est constante, le nombre de fois qu'il va falloir reporter la règle pour couvrir l'objet est proportionnel à l'inverse de la taille de la règle. L'inverse de la taille de la règle, ça se note en notation scientifique, un a puissance moins 1, avec un 1 ici, qui correspond exactement à la dimension topologique de l'objet qu'on est en train de mesurer, qui est une ligne. Si ce qu'on mesurait était un point isolé, la dimension topologique, ça serait 0. Si c'était une surface, ça serait 2. Si c'était un volume, ça serait 3, etc. Donc c'est des entiers qui correspondent à la dimension topologique de l'objet. L'idée qui a été mise en avant par Mandelbrot et les gens qui le précédaient, c'est de dire, mais si on regarde cette côte de Bretagne, maintenant, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une ligne, mais on a plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est extrêmement accidenté, qui est extrêmement irrégulier, avec des criques, des fjords, etc., un petit peu partout. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on choisit un point arbitrairement sur cette côte, alors j'ai choisi un point quelque part par ici, au-dessus de la pointe du Raz, et qu'on zoome sur ce point, c'est-à-dire qu'on passe d'une altitude qui est de 500 km à une altitude qui est de 80 km, et bien cette impression d'irrégularité qu'on a le long de la côte de Bretagne, elle persiste. Et si on continue à se rapprocher du point qu'on vise, on en est à 30 km, on a toujours la même impression d'irrégularité, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que cette côte qu'on pourrait imaginer être beaucoup plus régulière, elle est toujours régulière, bien qu'on s'en soit fortement rapproché. Et on continue à zoomer aussi loin que Google Earth nous le permet. Et on a toujours cette impression de forte irrégularité. Et ça nous dit finalement que la caractéristique fondamentale de l'objet qu'on cherche à mesurer, c'est peut-être que c'est un objet qui est irrégulier, quelle que soit la résolution à laquelle on le regarde. Ça veut dire que si vous n'aviez pas l'habitude de voir la côte de Bretagne parce que vous l'avez vu un grand nombre de fois sur les cartes de France et qu'on mettait ces deux objets l'un à côté de l'autre, alors le pointeur fait des siennes, les deux objets l'un à côté de l'autre, on aurait de la difficulté à dire lequel a été vu à quelle altitude. Ça veut dire aussi que le modèle mathématique qu'on avait choisi pour la côte de Bretagne, qui était une ligne, alors tout à l'heure c'était une ligne courbe, maintenant c'est une ligne droite, mais ça n'a évidemment aucune importance du point de vue de la mesure, ce modèle il est certainement très pauvre, et un autre modèle a été proposé. Alors ce modèle là aussi il est classique, vous le connaissez sûrement, consiste à partir de cette ligne, de couper ce segment qu'on dira de longueur 1 en 3 morceaux égaux,
à remplacer le morceau du milieu par un triangle dont chacun des côtés ici est égal à la longueur de chacun des segments. Et puis maintenant, on a 4 segments et on répète cette opération sur chacun des 4 segments. C'est-à-dire qu'on enlève le segment du milieu, on le remplace par un triangle de même longueur. Et on va itérer, on va répéter cette procédure qui consiste à couper, coller, répéter. Couper, coller, répéter. Et on fait idéalement ça un nombre très grand de fois. Et c'est ça maintenant dont on décide que ça va nous servir de modèle de la côte de Bretagne. Je pense qu'on la reconnaît bien là. Alors cette côte de Bretagne, comme tout à l'heure, on sort une règle bleue, on couvre l'objet qu'on cherche à mesurer et on en déduit la longueur de l'objet. On a toujours son voisin ou son camarade de classe qui est taquin, qui vient avec une autre règle, qui est toujours 3 fois plus petite que la nôtre, qui à son tour couvre l'objet à mesurer. Et là, surprise, il compte le nombre d'objets et le nombre de fois qu'il a fallu reporter sa règle pour couvrir l'objet. Et le nombre de fois, ce n rouge multiplié par ce a rouge devient différent de la longueur qui avait été mesurée avec la règle bleue. Donc là, il y a désaccord entre les mesures faites par les 2 personnes qui ont des règles de taille différentes. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On appelle une 3e personne qui vient avec une règle d'une 3e longueur, encore 3 fois plus petite dans notre exemple, et à nouveau on couvre l'objet, et là encore en comptant, en mesurant la longueur à l'aide de la règle la plus petite, on trouve encore un résultat qui est différent des 2 résultats précédents. Et effectivement, comme on a construit à partir d'un modèle mathématique cet objet, on est tout à fait capable de mettre en évidence que oui, avec cette procédure de calcul, la longueur qu'on va mesurer, elle va bien dépendre de la taille de la règle qu'on utilise pour faire la mesure. Alors face à cette situation, il y a 2 attitudes. Il y a l'attitude qui a été d'ailleurs l'attitude d'un certain nombre de savants éminents face à cette situation, c'est de dire, bon, ces objets sont complètement pathologiques, ils vont contre la géométrie euclidienne, ça reste des cas particuliers, et il faut vite les ranger dans un placard et les oublier. Et puis, il y a eu l'attitude d'un certain nombre d'autres gens, dont Mandelbrot est un petit peu la figure emblématique, qui a été de dire, ben non, ce qui fait la particularité, la richesse, la spécificité de ces objets, c'est précisément le fait que leur longueur va se mettre à dépendre de la taille de la règle qu'on utilise pour la mesurer. Hein. Donc, en quelque sorte, ils opèrent un changement de paradigme. Ils continuent bien de dire qu'on va mesurer des objets, mais ils vont dire que ce qui nous intéresse, ça n'est plus le fait, ce n'est plus la longueur qu'on trouve quand on a fait cette mesure, puisque cette longueur, elle va dépendre de la règle, mais c'est en soi le fait que cette longueur dépende de la taille de la règle, qui est le fait important. Alors, ça c'est une idée intéressante, mais il faut lui donner une substance, et pour lui donner une substance, on revient à ce qu'on avait appris avec la géométrie euclidienne, et ce qu'on avait appris avec la géométrie euclidienne, c'est que le nombre de boîtes, donc, doit se comporter comme l'inverse de la taille de la boîte, et on redit, ce 1, c'est le 1 de la géométrie euclidienne. Si on avait mesuré une surface, on aurait trouvé un a puissance moins 2, et le 2, ça aurait été la dimension topologique de la surface. Donc leur proposition, ça a été de dire, eh bien, on va accepter de dire que le nombre de boîtes qu'il faut pour couvrir l'objet, c'est bien une puissance de la taille de l'objet, mais cette puissance, ce n'est plus un entier, c'est un nombre qui va être non entier, qui va être entre 1 et 2, plus grand que 1 parce que l'objet qu'on mesure, il est plus irrégulier qu'une ligne, et plus petit que 2 parce que néanmoins, on arrive à le dessiner sur une surface, donc on arrive à le dessiner dans un objet de dimension 2. Et ils vont donc, ce nombre, on va donc l'appeler par généralisation de la notion de dimension euclidienne la dimension fractale, et le frac de fractal, qui vient donc du latin fractus, qui veut dire irrégulier effectivement, mais le frac de fractal, il vient aussi rappeler, il est réminiscent du fait que ce nombre, il est non entier, hein, et donc on pourrait l'écrire comme une fraction rationnelle. Donc le frac de fractal, c'est le frac de fractionnaire. On sait maintenant que les dimensions fractales ne sont pas nécessairement des fractions, mais le terme est resté. Et dans l'exemple particulier qui est là, eh ben cette dimension fractale, elle vaut 1,26. Donc finalement, le point crucial, l'idée très importante qui a été mise en avant par Mandelbrot, c'était donc d'opérer ce changement de point de vue, de dire on va bien mesurer, on va bien rester les géomètres
qu'Euclide représentait, mais au lieu de s'intéresser au résultat de la mesure qui est la longueur, on va s'intéresser à la façon dont cette longueur dépend de l'échelle d'analyse, et la façon dont elle dépend de l'échelle d'analyse, eh bien, c'est à travers cette dimension fractale D qui devient l'invariant qu'on cherche et qui va nous servir à caractériser l'objet plutôt que sa longueur. Alors si on rassemble ces deux exemples, le signal que je vous montrais au départ et cet exemple de la côte de Bretagne, finalement ces deux frontières, ces deux lignes à mesurer, elles ont un certain nombre de caractéristiques en commun. Donc la première caractéristique, c'est que quand on les regarde à différentes échelles, à différentes résolutions, elles ont cette propriété de se ressembler à elles-mêmes et d'être difficilement discernables, quelle que soit la résolution à laquelle on les regarde. Et ça, c'est donc une propriété qu'on appelle une propriété d'autosimilarité. Alors on distingue l'autosimilarité exacte, comme dans la présentation qui a été faite quand on a une règle de construction mathématique comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure, mais dans un grand nombre de cas, c'est une autosimilarité statistique ou aléatoire, c'est-à-dire que les choses ne vont se ressembler qu'en moyenne, et c'est ça qui va faire la richesse de la notion de fractal et qui va permettre de l'utiliser de façon efficace comme outil d'analyse dans un grand nombre d'applications différentes. Et donc ça se rassemble sous le terme générique d'invariance d'échelle. Ce qui va avec, je répète, c'est le fait que la longueur se met à dépendre de l'échelle d'analyse et elle en dépend comme une loi de puissance. Alors pourquoi une loi de puissance? On a vu que c'était un petit peu une généralisation, une extension naturelle de la dimension, du comportement de la dimension euclidienne. Néanmoins, on peut proposer ce petit jeu. On va appeler x de t. L'objet est t, c'est le temps ou l'espace, peu importe, x est l'objet, donc le signal ou la côte de Bretagne qui nous intéresse. Donc on part de ce x de t et on lui fait subir une dilatation ou un changement d'échelle ou un zoom. Alors en mathématiques, ça se note t sur a, où a c'est le facteur de zoom. Et on va dire que le signal avec lequel on a fait le zoom, il est égal au signal de départ, il ressemble au signal de départ, à un facteur de grandissement près, et ce facteur de grandissement, il dépend que du changement d'échelle a. Bon, qu'on fasse un zoom avant ou un zoom arrière, l'histoire est la même, elle est plus facile à écrire comme ça. Si un zoom avant c'est une division par A, un zoom arrière c'est une multiplication par A. Et ça c'est plus confortable parce que maintenant on voit que dans le membre de gauche, A et T jouent des rôles équivalents, la multiplication c'est commutative, et que si on veut que A et T jouent des rôles équivalents de ce côté-ci, eh bien il faut que la fonction G soit aussi la fonction X. Donc quand on est là, A et T n'ont maintenant plus de différence, et au lieu de les appeler A et T, je peux les appeler A1 et A2, ou T1 et T2, et donc l'objet qu'on cherche, il va être caractérisé par cette relation, par cette équation. Et bien quand on est en dimension 1, c'est-à-dire quand on est la fonction d'une seule variable, il n'y a qu'une seule fonction qui satisfait cette relation, c'est la loi de puissance. Pour les gens qui sont un petit peu spécialiste de ces notions-là, la loi de puissance, c'est la seule fonction en dimension 1 qu'on peut définir sans avoir besoin d'un argument supplémentaire, d'une constante de temps, d'une échelle de temps supplémentaire pour définir l'argument de la fonction. Bon, alors cet argument, il est évidemment simple, il peut paraître trop compliqué à ceux que les mathématiques ennuient et trop simple à ceux qui sont familiers avec les mathématiques. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que cette notion d'invariance d'échelle, elle est intimement liée à la notion de loi de puissance. Donc fractal et loi de puissance ont une relation extrêmement serrée. Et puis, la conséquence de ce comportement en loi de puissance de la longueur ici, c'est que si on se met à utiliser des règles de plus en plus petites pour mesurer la longueur de l'objet, on va trouver des longueurs de plus en plus grandes et que même idéalement, mathématiquement, cette longueur deviendrait infinie. Et ça, c'est une propriété essentielle parce que si on regarde ce dessin, donc maintenant je lève le petit secret, mais vous l'aviez tous reconnu, la construction qu'on a fait tout à l'heure, c'est pas la côte de Bretagne, c'est le fameux flocon de neige. Au lieu de le construire sur un seul segment, on l'a construit ici sur un triangle équilatéral, et c'est la même construction que tout à l'heure, c'est juste un exemple, donc peu importe. Mais de façon évidente, cette surface, elle est finie. Cet objet, il a une surface finie, puisque je l'ai inscrit dans un carré, on pourrait l'inscrire dans un cercle, il a une surface finie, et pourtant sa longueur est infinie. Ça veut dire qu'un aspect clé de la notion de fractal, c'est d'arriver à inclure une longueur infinie dans un objet de surface, pour un objet de surface finie, ou un objet de surface infinie dans un volume fini. Et ça, c'est par exemple
très important, et ça a été utilisé pour modéliser quelque chose qui nous concerne tous, qui est la structure des poumons, parce que par définition les poumons sont contenus dans notre cage thoracique, donc ils sont contenus dans un volume fini, et pourtant pour que les échanges d'oxygène entre le sang et le gaz qui est contenu dans les poumons soient efficaces, eh bien il semble assez naturel que la surface soit la plus grande possible. Et ben on prend qu'avec une surface qui serait de type fractal, c'est-à-dire qui se replierait, qui serait très irrégulière, eh bien cette surface elle est presque infinie. Évidemment, en pratique, elle est finie. Donc voilà, la notion de fractal, c'est invariance d'échelle. La longueur de l'objet mesuré dépend de la taille de la règle, et elle en dépend comme une loi de puissance. Et cette loi de puissance, elle a un exposant. Cet exposant, c'est la dimension fractale, et c'est lui, maintenant, qu'on va chercher à mesurer, qu'on va chercher à identifier pour caractériser les objets fractals. Alors pourquoi c'est important tout ça? Pourquoi finalement on s'intéresse tant à ces objets? Ben, vous voyez, dans la vie de tous les jours, quand on a l'habitude si on prend un exemple simple, si par exemple vos enfants vous demandent « Papa, maman, c'est loin Paris », et que vous leur dites c'est à 500 km ou c'est à 5 heures de voiture, c'est pas forcément très clair ça leur donnera pas forcément une information claire s'ils sont en bas âge. Par contre, si vous leur dites quelque chose comme c'est 3 fois plus loin que pour aller chez tes grands-parents, certainement ça leur parlera beaucoup plus, parce que vous aurez relativisé votre mesure à une échelle de temps qu'ils ont l'habitude d'utiliser, à une référence. Bon, quand on fait des sciences, finalement, on fait exactement la même chose. Quand on s'intéresse à un objet ou à un système ou à un signal, on cherche des échelles de temps qui le caractérisent, et puis ensuite tout ce qui se passe dans ce système, on le mesure relativement à cette référence de temps qu'on a trouvée. Eh bien, ce qui est important avec la notion de fractal, c'est qu'il faut abandonner, pour étudier les objets fractals, il faut abandonner cette habitude. Il faut abandonner cette habitude qu'on a par exemple en science de dire bon, quand on étudie un signal ou un système, au bout d'un certain temps, il a oublié son passé. Ce temps, c'est un temps caractéristique qu'on appelle un temps de corrélation ou un temps de mémoire. Et puis, au bout de 10 fois ce temps caractéristique, eh bien, le système a oublié son passé. Et bien, si on fait ça, si on fait ce type de raisonnement sur un signal fractal, on va louper quelque chose qui est essentiel dans l'analyse. Parce que justement, le fractal, c'est l'absence d'échelle de temps caractéristique. Donc, ce qui est intéressant avec la notion fractale, c'est qu'elle vient donc renouveler cette façon de réfléchir au temps, aux longueurs et d'analyser les objets. On a effectué un changement de paradigme, on ne s'intéresse plus à la longueur finalement, mais on s'intéresse à la relation qu'il y a entre les échelles de temps du signal. Et si on a abandonné cette habitude, ben ça veut dire qu'il faut des nouveaux modèles mathématiques pour rendre compte de ça. Parce que les modèles qu'on avait, essentiellement, ils étaient construits sur l'existence d'échelles de temps caractéristiques. Et il faut changer les outils d'analyse qu'on avait, parce qu'essentiellement, les outils d'analyse qu'on avait, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient des échelles de temps caractéristiques dans les signaux, dans les données, dans les systèmes. C'est ce dont on va parler maintenant. Mais avant, je vais quand même revenir sur les deux signaux qu'on avait, sur les 4 signaux plutôt qu'on avait montrés au début, qu'on avait vus au début, pour quand même dire de quoi il s'agit. Alors, dans la colonne de gauche, ces 2 signaux, ce sont des signaux qui sont mesurés dans une expérience de turbulence hydrodynamique, de la turbulence de jet, donc on pousse un écoulement de façon très forte. Et le premier signal en haut, c'est la vitesse, donc une composante du signal de vitesse mesurée dans la direction principale de l'écoulement. On a quelque chose qui est poussé dans une direction, on a une technique de Filchot qui permet de mesurer une vitesse dans la direction principale de l'écoulement, et on voit fluctuer ce signal de vitesse. Le signal du dessous correspond à la quantité d'énergie qui est dissipée dans une boule de taille choisie par l'expérimentateur en un point de cet écoulement. Et donc ces 2 signaux sont des signaux de turbulence hydrodynamique, et la turbulence, c'est vraiment le domaine qui a vu la naissance de la notion de fractal. Je vais y revenir aussi dans un moment. Les 2 signaux à côté, c'est des signaux qui n'ont rien à voir avec la turbulence, c'est des signaux de trafic Internet. Celui du haut, c'est le signal qui correspond à la fluctuation du nombre de connexions actives qui sont à la sortie d'un réseau, enfin non, plutôt qui circulent sur un lien, comme un lien transpacifique par exemple.
Donc c'est cette fluctuation de connexion active. Donc ça, c'est une quantité qui intéresse énormément les opérateurs de réseau, hein. Il faut qu'ils sachent quel volume de connexion ils ont à maintenir actif ou à permettre dont ils ont à permettre la circulation. Et puis le signal du bas, c'est le nombre de paquets ou le nombre d'octets, j'ai oublié, traité par un serveur pour un réseau local, comme par exemple le réseau de la Cité des Sciences, tout ce qui rentre et sort de la Cité des Sciences quand on accède aux pages web, aux informations, est traité par un serveur principal. Et ben voilà la fluctuation du nombre de paquets que ce serveur principal doit traiter. Alors vous voyez, si ce concept de fractal qui est né de la turbulence et qui est amené au développement d'outils permet de modéliser, de rendre compte, de décrire, d'analyser ce type de signaux, on a très envie de penser qu'il permettra aussi efficacement de traiter ce type de signaux. Et une des intuitions relatives, disons géniales, de gens comme Mandelbrot, ça a été de voir en avance que cette notion de fractal, ça allait être un modèle intéressant pour décrire un grand nombre de problèmes de la physique moderne, de la biologie moderne, et puis de toutes les applications dont j'ai fait ici une liste qui n'est évidemment pas exhaustive. Donc j'ai parlé de la turbulence, qui est le domaine où les fractales sont nés. Cet exemple, le deuxième exemple, je le trouve très intéressant aussi, c'est l'exemple des rythmes biologiques. Quand le rythme du cœur ou le rythme des pas, hein, quand le cœur bat, il bat dans une situation normale, disons pour faire simple, par battement de 1 seconde. En réalité, il bat presque toujours à 1 seconde, mais chaque fois légèrement avant ou légèrement après. Et cette fluctuation autour de la seconde, eh ben, c'est une fluctuation qui n'a pas d'échelle de temps caractéristique. Et même les médecins, les gens qui utilisent ces notions pour analyser le rythme cardiaque, pensent maintenant que le caractère fractal de votre rythme cardiaque, et du mien j'espère, c'est un signe de bonne santé. Et qu'au contraire, l'apparition d'échelles de temps caractéristiques dans le rythme, du cœur, hors le battement principal, est un signe de certaines pathologies. Bon, dans la fin de la présentation qu'on va faire ensemble, j'ai choisi de vous parler d'Internet et je reviendrai sur cette liste pour terminer mon exposé. Donc voilà, c'est le moment de parler des modèles. Le premier de ces modèles, ça s'appelle le modèle des marches aléatoires autosimilaires. Une marche aléatoire, c'est quelque chose qui est finalement relativement simple. On est à une position X à un instant T, et on fait un pas pour passer à une position X' à un instant T', et puis on fait un pas suivant, puis un autre pas, puis un autre pas. Vous voyez que chaque fois, on a tracé sur l'axe des X et des Y les projections de la marche aléatoire. C'est ça qui va nous intéresser, qui va nous fournir les signaux modèles qui vont nous intéresser. Hein, donc on continue à faire des pas. Donc voilà un grand nombre de pas. Oups, trop vite. Un grand nombre de pas. Et pour que ce modèle ait un sens mathématique, il faut donner au pas un ensemble de règles. Donc les règles que vous avez le droit de faire quand vous faites ces pas. La première, donc il y a 2 règles principalement. La première de ces règles, elle est extrêmement simple. Elle dit, c'est donc une règle de stationnarité. Elle dit que les règles ne changent pas au cours du temps. Donc si on reprend l'association classique de la marche aléatoire au pas de l'ivrogne, ça veut dire que la probabilité de faire un pas à droite ou de faire un pas à gauche ne change pas au début de la marche aléatoire ni à la fin de la marche aléatoire. Ce qui veut probablement dire qu'il ne boit pas pendant la marche aléatoire. La deuxième règle, elle est un petit peu plus compliquée, c'est une règle qu'on dit d'autosimilarité. Alors, pour comprendre ce que cette règle dit, on va s'intéresser à un déplacement. Le déplacement, c'est la différence entre la position de départ et la position à laquelle on est arrivé quand on a fait un certain nombre de pas que j'ai noté ici à bleu. Et dans cet exemple-là, A, c'est simplement 2. Alors, dans le vocabulaire statistique ou mathématique, ce déplacement, on l'appelle l'accroissement. Donc je vais utiliser indifféremment l'un ou l'autre, mais ça veut dire exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Donc on va comparer cet accroissement réalisé sur un petit nombre de pas qui est ici 2, et les accroissements qu'on a après un grand nombre de pas, et grand ici, ça sera 7 pour mon dessin. Et cette règle d'autosimilarité, elle dit que les lois statistiques des accroissements obtenus avec un petit nombre de pas et des accroissements obtenus avec un grand nombre de pas, ben en fait ce sont les mêmes à condition de leur faire subir un changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, comment on l'obtient? En faisant le rapport du nombre de pas bleus au nombre de pas rouges
élevé à une puissance h, et h c'est un paramètre qui est un nombre entre 0 et 1, qui est un paramètre qui nous permet de faire varier le modèle. Alors ça paraît un petit peu compliqué cette loi d'autosimilarité, mais ça n'est pas tant que ça. On va faire l'histogramme des accroissements obtenus pour des petits pas bleus, et on voit que finalement, si on a fait un petit nombre de pas, on a une grande probabilité de faire des accroissements de petite taille, et puis une faible probabilité de faire des accroissements de grande taille. Si au contraire on a fait un grand nombre de pas, on a une probabilité de faire des petits pas, puis on a une probabilité qui augmente de faire des pas de plus en plus grands. Si on superpose ces deux histogrammes, ils sont de façon évidente différents, mais si on leur fait subir ce changement d'échelle, cette renormalisation qui est le rapport des échelles à la puissance h, eh bien ces deux histogrammes se resuperposent parfaitement l'un sur l'autre. Et pour que l'histoire soit complète, on a besoin de faire appel à une deuxième fonction, qui est cette fonction mémoire dont on parlait tout à l'heure, qui est une fonction, ici c'est le temps, qui indique à quelle vitesse on oublie les pas qu'on a fait dans le passé. Et on voit bien, là aussi, sur ce dessin, que ces fonctions sont différentes selon qu'on a fait un petit nombre de pas ou un grand nombre de pas. On les superpose, elles sont différentes. Mais une fois encore, si on les renormalise par toujours cette même règle, eh bien ces deux fonctions se superposent. Donc finalement, c'est ça l'autosimilarité, c'est le fait que les lois statistiques se superposent quand on les change d'échelle. Donc cette marche aléatoire, elle est caractérisée, comme on disait, par un paramètre h, qui est un degré de liberté, qui vous permet de jouer avec la règle de construction pour fabriquer différents objets. Mais ce paramètre h, en fait, on en a déjà parlé, vous le connaissez déjà, parce que si au lieu de parler de h, on parle de d qui est 2 moins h, on trouve que ce paramètre, c'est simplement la dimension fractale. Et j'ai représenté ici des signaux synthétiques, donc des signaux fabriqués numériquement, avec 3 valeurs de h différentes, donc 3 valeurs de d différentes. On a ici un d qui est proche de 1, donc on a fabriqué une ligne. Pour que ce soit bien clair, ces signaux, c'est les projections de la marche aléatoire qu'on voyait sur le premier dessin. D est proche de 1, on a quelque chose qui est presque aussi régulier qu'une ligne. Au contraire, d proche de 2, on a quelque chose qui est suffisamment irrégulier pour que ça couvre quasiment une surface. Et toujours pour le plaisir, si on regarde le troisième signal, je me mets au milieu de ce signal et j'en bouge pas, et on va zoomer sur ce signal. Donc voilà, c'est ce que doit faire ce petit fil. On est au milieu du signal de tout à l'heure, et on zoome. Le facteur de zoom, il est matérialisé par les rectangles rouges, c'est un facteur de zoom de 10 chaque fois. Et ce que ce film prétend vous montrer, c'est que quand on s'approche, on va le regarder, quand on s'approche du signal, aussi près qu'on veut, on a toujours cette impression qu'on voit la même chose qu'à l'échelle précédente. Donc, on voit la même chose, quelle que soit l'échelle, la résolution à laquelle on regarde ce signal. Ça, c'était le premier modèle. Le deuxième modèle, il est radicalement différent. Le deuxième modèle, il dit, on veut fabriquer un signal ou un objet sur un support temporel qui est matérialisé par ce rectangle rouge. Et pour ça, on se donne une variable aléatoire, toujours positive et de moyenne 1. C'est-à-dire un sac de nombres qui sont tous positifs et qui en moyenne vaut. Et la règle de construction qu'on va appliquer cette fois, c'est de dire on va prendre cet intervalle de temps et on va le couper en deux. Et à chacun de ces demi-intervalles, on va associer un nombre qu'on tire au hasard dans le sac de nombres bleus qu'on a ici. Et puis, on va répéter cette opération, c'est-à-dire qu'on va couper chaque intervalle à nouveau en deux. Et puis, on va associer 4 multiplicateurs, ces nombres s'appellent des multiplicateurs, à chacun des 4 intervalles. Et puis, eh bien, on coupe, on multiplie, on répète. On coupe, on multiplie, on répète. Un nombre, idéalement ou théoriquement infini 2 fois. Et on décide qu'à la fin de ce nombre infini d'opérations, le signal qu'on fabrique, à cet instant-là, il va prendre une valeur qui est égale au produit de tous les multiplicateurs, c'est-à-dire au produit de tous les nombres bleus qui tombent dans la case qui contient l'instant à laquelle on veut fabriquer le signal. Et puis comme souvent on veut des signaux qui sont et positifs et négatifs et pas toujours positifs, et que de façon évidente si on multiplie que des nombres positifs on a un résultat positif, on a une transformation que je ne vais pas détailler ici qui nous permet, en gardant la même règle de construction multiplicative, d'avoir des signaux positifs et négatifs. Alors, ce modèle, il appelle 2 commentaires. D'abord, j'espère que vous reconnaissez qu'il est très proche du modèle du flocon de neige qu'on avait utilisé pour la côte de Bretagne, parce qu'il est basé sur une itération, une répétition d'une séquence élémentaire qui est coupée
Alors dans le premier cas, c'était couper-coller, là c'est couper-multiplier. Mais couper-coller, quand on fait de la géométrie, un collage en géométrie, c'est faire une similitude, et une similitude en mathématiques, c'est une multiplication. Donc fondamentalement, on coupe, on colle, on répète. Donc ce modèle-là, il est très proche dans l'esprit de la construction du flocon de neige. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir la répétition d'une opération qui est toujours la même, ici on a mis un côté aléatoire en tirant des nombres au hasard qu'on multiplie à l'arrivée. Et puis, le deuxième commentaire, c'est que le premier modèle, c'était un modèle de marche aléatoire. Autrement dit, on va d'un point à un autre en additionnant des pas. Donc c'est essentiellement un modèle qui est additif. On fait la somme de pas pour aller d'un point à un autre. Ce modèle-là, il est multiplicatif et on comprend, je pense, bien qu'on a envie de faire la différence entre un modèle additif et un modèle multiplicatif pour décrire des données, parce que probablement la physique ou la biologie qui est derrière une structure additive est différente de celle qui est derrière une structure multiplicative. Et c'est ça qui a motivé les gens à faire beaucoup d'efforts pour tenter de discriminer entre ces deux modèles. Ce modèle, il s'appelle les cascades multiplicatives de Mandelbrot, puisque c'est lui qui, dans le contexte de la turbulence hydrodynamique et dans la suite de travaux des écoles russes des années 30, 40, 50, a formalisé cet objet en un objet mathématique et a, à son sujet, pour la première fois, prononcé le terme de fractal. Donc c'est vraiment l'objet qui a été l'objet qui a fait émerger la notion de fractal. Voilà, on a deux modèles. Maintenant, vous pourriez fort logiquement me dire, mais en quoi ces modèles sont fractals? Et si on veut montrer que ces modèles sont fractals, eh bien on devrait faire ce qu'on a dit qu'il fallait faire dans la première partie de la conversation, c'est-à-dire qu'on devrait prendre ces signaux, on devrait les mesurer avec des règles de taille différentes et vérifier que, eh bien oui, leur longueur change avec la taille de la règle, elle change comme une loi de puissance, et l'exposant de cette loi de puissance, lui, il est bien constant et caractérise ces objets. Alors c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on pourrait faire, mais pour une raison qui va être explicitée dans un instant, on va faire quelque chose d'encore plus compliqué. Plutôt que de mesurer simplement la longueur du signal en fonction de la taille de la règle, on va regarder les histogrammes des accroissements ou des déplacements de ces signaux en fonction de l'échelle d'analyse A, qui est la taille de notre règle. Et on va regarder non plus comment la longueur du signal change avec la taille de la règle, mais on va regarder comment la totalité de cet histogramme se déforme quand on change l'échelle A d'analyse, c'est-à-dire quand on change la taille de notre règle. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on peut montrer que pour le modèle additif, quand on regarde l'histogramme des accroissements à différentes échelles, à rouge, à noir, à bleu, les histogrammes sont différents, mais que si on les renormalise avec ce facteur ici, qui fait toujours intervenir le paramétrage, eh bien ces histogrammes se superposent parfaitement, et ça va être ça la signature du caractère fractal qu'on va chercher à mettre en évidence. Et si on fait la même chose avec le modèle multiplicatif et qu'on renormalise ces histogrammes avec ces mêmes facteurs, eh bien on voit que ces histogrammes se superposent presque les uns sur les autres. Et c'est ce presque qui nous permet de faire la différence entre le modèle additif et le modèle multiplicatif. Et l'objet du travail d'analyse statistique qu'on va décrire après, c'est de quantifier ce presque. Alors, quand on veut décrire la déformation d'un histogramme, ou le comportement, ou la forme en général d'un histogramme, on a un outil mathématique qui est fait pour ça. Donc on le sort de sa boîte à outils. Cet outil, oui, ça s'appelle les moments statistiques d'ordre Q. En voilà la définition. Alors, au cas où vous ayez oublié, voilà l'histogramme qu'on cherche à caractériser. Il est en noir. La définition des moments, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut commencer par multiplier l'histogramme qu'on cherche à étudier par la fonction x puissance q. Voilà, on a pris q égale 1, donc on le multiplie par la fonction y égale x, donc une droite. On fait le produit de la courbe noire par la courbe bleue, par la courbe rouge, on obtient la courbe bleue, et l'air sous la courbe bleue, c'est le moment statistique d'ordre Q, ici d'ordre 1. D'accord? Donc c'est finalement relativement simple. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est le fait qu'on voit que cette aire, elle contribue essentiellement, la partie de la courbe qui contribue le plus, c'est celle-ci, donc c'est cette partie-là de la courbe. Donc ce qu'on va essayer de mettre en évidence maintenant, c'est l'intérêt de faire varier l'ordre Q. Donc faire varier l'ordre Q, c'est toujours multiplier
la courbe noire qu'on cherche à étudier par une courbe rouge qui, au lieu d'être x, va être x à la puissance q. On va toujours faire le produit de la noire par la rouge, on va obtenir la bleue, et on va regarder à quelle partie de la courbe la bleue correspond. C'est parti, on va regarder ça en direct. Donc on augmente q, donc on augmente la fonction x puissance q. Le produit change, évidemment, l'aire sous la courbe change. Pour chaque valeur de Q, on a un résultat différent. On va recommencer. Pour chaque valeur de Q, on a un résultat différent. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit que le maximum de la fonction bleue, elle se déplace le long de cette fonction noire. Et donc, principalement, le fait de faire varier la fonction, le paramètre Q, ça nous permet de regarder comment certaines parties de l'histogramme se déforment. Et plus on augmente le paramètre Q, plus on va regarder comment les ailes de l'histogramme se déforme. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au lieu de regarder comment la longueur du signal change avec l'échelle d'analyse, on va regarder comment les moments changent avec l'échelle d'analyse, et ces moments, ils sont paramétrés par un paramètre Q qui nous permet de regarder comment chaque partie de l'histogramme se déforme, et je redis, plus on augmente Q, plus on regarde comment les ailes de l'histogramme se déforment. Donc on a deux paramètres, un qui nous permet de caractériser l'inverse d'échelle, et l'autre qui nous permet de caractériser la déformation de l'histogramme. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut montrer que pour le premier modèle, le modèle additif, la marche aléatoire additive, eh bien oui, cette mesure, elle se comporte bien comme une loi de puissance en fonction de l'échelle d'analyse, donc on a bien une mesure qui dépend de l'échelle d'analyse, donc de la taille de la règle, donc on répond oui à la question cet objet est fractal, et quand on regarde ces exposants, donc les exposants ici qui vont correspondre à la dimension fractale, on voit qu'en fait ces exposants c'est une fonction linéaire en Q, donc en fait seul le paramètre H importe, et ce paramètre H on a déjà dit qu'il caractérisait, qu'il était équivalent à la dimension fractale. Autrement dit, les exposants qui sont là nous montrent qu'il y a une dimension fractale dans ce signal qu'on pourrait mesurer. Si on s'intéresse au deuxième modèle, qui sont les cascades multiplicatives, on regarde ces moments en fonction de l'échelle d'analyse, et on trouve bien à nouveau un comportement en loi de puissance. Donc ce modèle-là, c'est aussi un modèle qui satisfait le paradigme fractal. La différence, elle vient quand on regarde les exposants ici. Et maintenant, on s'aperçoit que ces exposants, ils sont différents, en tout cas ils sont non linéaires en Q, donc ils prennent une valeur différente qui ne s'explique pas par une droite pour chaque valeur de Q. Et la différence arrive là, ça nous dit que maintenant il ne faut plus une dimension fractale pour caractériser ces objets-là, mais un ensemble de dimensions fractales. Donc la différence entre ces deux objets, qui sont tous les deux des modèles fractales, c'est que l'un est décrit est caractérisé par une seule dimension fractale, un seul nombre d, tel qu'on en a parlé tout à l'heure, alors que les cascades multiplicatives, eh bien, il faut un ensemble de dimensions fractales pour réussir à les décrire. Alors, ce que je pense que je vais faire, c'est 19h20, je suis en train de réfléchir à la troisième partie. Ça fait combien de temps que je parle? 50 minutes. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de passer sur la partie analyse pour avoir le temps de parler correctement de la partie Internet. Je suis plus long que je ne le pensais. Alors, on va passer à cette partie analyse. On va simplement aller au dernier point de cette partie analyse. Donc, quand on a constaté ça et qu'on veut le mettre en œuvre sur des signaux réels, tout l'objet, c'est de savoir mesurer. Tout le problème, c'est de savoir mesurer ces moments en fonction, ces moments donc des accroissements du signal, en fonction de l'échelle d'analyse du signal. Alors pour ça, il faut déployer un certain nombre d'outils statistiques, que je vais donc passer sous silence, mais qui nous amènent à la situation suivante. Puisque on doit attendre des comportements en loi de puissance, on va faire appel à la fonction log, la fonction logarithme, qui est la fonction qui transforme les multiplications en addition, donc qui transforme les lois de puissance en comportement linéaire. Et l'analyse, elle consiste à calculer en pratique sur des signaux expérimentaux ces moments d'ordre Q pour des échelles différentes. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une valeur de Q qu'on ne fait plus varier, et on calcule le moment d'ordre Q pour différentes échelles. On se met dans un diagramme log-log, donc le log du moment contre le log de l'échelle d'analyse, donc le log du moment contre le log de l'échelle d'analyse, et si on obtient une droite, on valide le fait qu'on avait une loi de puissance dans le domaine initial, donc que le modèle est fractal.
On fait varier le paramètre Q, et si cette conclusion est valable pour toutes les valeurs de Q, alors on conclut que oui, le modèle est fractal. Et pour chaque valeur de Q, on mesure la pente de cette droite. Ce qu'on fait dans un deuxième temps, c'est qu'on trace la pente de chacune des droites en fonction de l'ordre Q. Et si à nouveau on trouve une droite, alors on décide que le comportement des exposants est linéaire en Q, et donc on a affaire à un modèle additif, et que la pente de cette nouvelle droite, c'est la dimension fractale qu'on cherche. Si au contraire, quand on trace les pentes mesurées en fonction de Q, on trouve quelque chose qui est concave, qui est non linéaire en Q, qui s'écarte du comportement linéaire, on dit alors, c'est plutôt avec le modèle multiplicatif qu'il faut décrire les données, et les dimensions fractales, eh bien, ça va être les valeurs de la tangente de cette courbe noire en chacun de ces points. La collection de dimensions fractales qu'il faudrait calculer pour décrire l'objet, c'est la valeur des tangentes de la courbe en chacun de ces points. Donc comme ça n'était peut-être pas très clair, je le redis rapidement, on a deux paramètres, le paramètre rouge et le paramètre bleu. Le paramètre rouge, il nous permet de répondre à la question, est-ce que les données sont fractales ou non? Si on trouve une droite dans ce diagramme log-échelle pour toutes les valeurs de Q, alors la réponse est oui. Donc on regarde l'évolution en fonction de l'échelle d'analyse. Si on a un comportement linéaire, on conclut fractal. Ensuite, on fait varier la variable bleue. On mesure la pente dans chacun de ces diagrammes en fonction de la variable bleue qui est l'ordre Q. On trace cet ordre Q en fonction, l'exposant mesuré en fonction de Q. Si c'est linéaire, c'est du fractal additif et la dimension fractale est directement la pente de ce diagramme-là. Si les exposants sont non linéaires en Q, c'est fractal multiplicatif et les dimensions fractales sont mesurées par les tangentes à cette courbe noire. Voilà. Donc ça, c'est l'essence de l'analyse multifractale faite sur des signaux expérimentaux. Et le seul petit point donc, qui manquera, et dont on pourra peut-être parler dans les questions, c'est comment on fait en pratique pour mesurer ces moments. C'est la partie qu'on va oublier pour l'instant. On va l'oublier parce que comme ça va donner le temps de parler un petit peu plus longuement d'Internet. On va donc essayer de voir maintenant pourquoi cette notion de fractal, elle est particulièrement intéressante pour décrire les flux d'informations Internet. Alors voici une représentation du réseau Internet, hein, le réseau des réseaux, l'ultime médium de communication par lequel toutes vos communications passent ou presque maintenant. Et cette représentation, c'est pas une vue d'artiste, c'est pas une construction mathématique, c'est bien une mesure scientifique qui est réalisée par une équipe américaine des nœuds et liens du réseau visibles à un instant donné depuis un point donné du réseau. Et l'intérêt pour moi de cette image, c'est qu'elle suggère, je crois, que le mot-clé qu'on a envie d'associer à Internet, c'est hétérogénéité. Parce que je pense qu'on voit de façon très claire que sur la planète, il y a des concentrations très différentes en nombre de machines. Vous reconnaîtrez les États-Unis, l'Asie, l'Europe. Mais il y a aussi une hétérogénéité topologique. Probablement, la circulation de l'information n'est pas la même quand on est à la périphérie du réseau et puis quand on est quelque part près d'un cœur du réseau. Et puis, il y a des hétérogénéités de type matériel. Il y a des tas de machines différentes, des tas de types de réseaux différents qui se raccordent au même réseau. Maintenant, sur Internet, on peut évidemment écrire, envoyer des images, mais on peut parler, retransmettre, comme c'est peut-être le cas en ce moment, quelque chose, une conversation ou des images en différé. Donc, il y a une hétérogénéité très grande dans la nature des flux d'informations, mais il y a aussi une hétérogénéité très grande dans les contraintes avec lesquelles ces flux d'informations doivent circuler. Si vous regardez un événement sportif en direct, je pense que vous êtes prêt à accepter de perdre quelques images de temps en temps pour ne pas perdre le direct. Par contre, si vous cherchez depuis très très longtemps un texte en élamite ancien et que quelqu'un vous l'envoie, vous êtes prêt à attendre le temps qu'il faut pour avoir la totalité de l'information. Donc vous voyez qu'il y a des contraintes très différentes qu'on acceptera. Et puis, comme vous le savez, on peut faire un grand nombre de choses très différentes sur Internet qui sont en permanence en train d'évoluer, ce qui fait que Internet, c'est un objet qui est vivant, qui est dynamique. Et toutes ces hétérogénéités font qu'Internet, c'est un grand système complexe, à ce point complexe qu'il est devenu en soi ou pour soi l'objet d'études d'un grand nombre de disciplines scientifiques très différentes qui vont des aspects les plus technologiques, des aspects informatiques, des aspects électroniques, et puis des aspects sciences humaines avec
l'étude du comportement des usagers, des internautes, etc. Et puis, des aspects qui nous intéressent plus dans cet exposé, qui sont liés aux mathématiques et aux sciences de l'information, qui sont l'étude statistique de la répartition des flux d'informations sur Internet. Et c'est ce point particulier, dans ce grand contexte général, là, c'est ce point particulier qui va nous intéresser. Comment on peut modéliser les flux d'informations sur Internet. Bon, j'imagine que c'est pas difficile de comprendre que si on veut faire fonctionner ce réseau, si on veut éviter les pannes, si on veut éviter les congestions, si on veut le sécuriser, si on veut le développer, si on veut prétendre vous faire payer un certain nombre de services, il faut avoir des modèles mathématiques qui permettent de décrire ces flux d'informations. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les propriétés de ces flux d'informations, elles vont se révéler statistiquement difficiles à étudier et un petit peu inattendues pour les gens qui ont commencé à les étudier il y a un certain nombre d'années. La situation un petit peu paradoxale avec Internet, c'est qu'il existe partout et que pourtant il a fallu attendre relativement tard, le milieu des années 90, pour qu'on commence à disposer d'ensemble de bases de données, de jeux sur lesquels les gens pouvaient tester les modèles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les gens ont utilisé des modèles dont ils n'avaient jamais tenté de tester la pertinence sur des vraies informations, sur des vrais signaux. C'est relativement paradoxal quand on a des habitudes de physicien ou une culture de physicien. Comment on fait pour collecter de l'information sur Internet? Finalement, c'est relativement simple, en tout cas c'est relativement simple à dire. On s'assied sur un tuyau et puis on regarde passer les paquets IP. Ces fameux paquets Internet Protocol qui sont les ultimes quantas d'informations à laquelle n'importe quelle activité à laquelle vous pouvez vous livrer sur Internet se résout in fine. Et puis, vous avez le droit de noter un certain nombre de choses, par exemple l'instant auquel ce paquet est passé, et puis un attribut comme sa taille, son protocole, les ports sources, les ports destination. On peut, n'importe quelle activité, c'est immédiatement des dizaines, voire des centaines de paquets qui circulent indépendamment et qui se reconstituent sur la machine où l'information est supposée arriver. Ça veut dire qu'on a immédiatement un volume colossal de données à traiter, et ce volume colossal de données, il est rapidement ingérable même pour les ordinateurs les plus puissants qu'on a, de sorte que très souvent les gens qui font l'analyse préfèrent travailler sur ce qu'on appelle du trafic agrégé. Le trafic agrégé, c'est pas compliqué, on prend une boîte de taille delta et on compte le nombre de paquets ou le nombre d'octets qui passent à travers cette boîte de taille delta, et on obtient par exemple une série comme celle-ci. Ça, c'est une vraie série de trafic, du trafic transpacifique Japon-États-Unis qui a été collecté il y a pile un an sur un lien japonais, agrégé à 3,2 millisecondes. Et l'objet du travail ici, c'est de proposer une description statistique de ce flux d'informations. Avant, quand on regarde cette circulation de paquets IP, on a le droit de faire quelque chose de plus. On a le droit, donc on a la possibilité technique et légale de garder ces 5 informations. Et ces 5 informations, ça permet de rassembler les paquets par groupe de même couleur. Alors je ne sais pas si on voit bien les couleurs, sur mon écran on les voit bien, mais en tout cas il y a des paquets rouges, des paquets verts. Donc les paquets rouges, on va dire que c'est par exemple quelqu'un qui regarde cette conférence en direct, tandis que les paquets jaunes, c'est quelqu'un qui est en train de faire du Wi-Fi dans la salle, et puis les paquets bleus, c'est etc., etc. Ça veut dire que plutôt que de traiter tous les paquets de la même façon, on préfère rassembler les paquets en connexion et étudier une information relative à l'arrivée des connexions. Donc pareil, on peut enregistrer l'instant d'arrivée des connexions, et puis on peut enregistrer un attribut comme la longueur des connexions, le nombre de paquets, le volume, la durée, etc. Et on obtient des signaux. Donc là aussi, c'est un signal vrai qui lui a été collecté en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est une situation intéressante pour l'étude du trafic Internet, parce que c'est une île, comme vous le savez, mais tout ce qui rentre et sort de Nouvelle-Zélande passe par un même lien, par un unique lien. Donc c'est une sorte de laboratoire modèle pour étudier Internet. Et ça, c'est un trafic qui était collecté en 2001 sur ce serveur, et qui correspond à la fluctuation du nombre de connexions actives par unité de temps. C'est sûrement le signal qu'on avait vu en début, si ce n'est lui, c'est son frère. Alors, quand il s'est agi de faire de la modélisation statistique, les gens, les opérateurs des réseaux, et puis les mathématiciens et les statisticiens qui travaillaient pour eux, se sont naturellement tournés vers ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire vers ce qui avait été fait pour le précédent grand réseau de communication, qui était le réseau téléphonique, et pour lequel il y avait un certain nombre de modèles clés, Poisson, Gauss, Markov,
qui avait fourni des descriptions extrêmement pertinentes des flux d'informations, des flux de téléphone. Et puis très vite, les gens ont été mécontents de ces modèles. Mécontents, ça veut dire qu'ils ont considéré que ça marchait mal. Et marchait mal, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les modélisations étaient imprécises, mais ça voulait surtout dire que les performances étaient mal prévues, le temps d'attente était mal évalué, le taux de perte était mal évalué, la capacité des serveurs qu'il fallait mettre sur les liens était mal évaluée. Comme le matériel coûte souvent beaucoup moins cher que la réflexion, les gens ont violemment surdimensionné les éléments du réseau et se sont aperçus, à leur grande surprise, que ce surdimensionnement ne résolvait que partiellement ces difficultés de prévoir et d'éviter les pertes. Et donc la situation a été un petit peu compliquée jusqu'à ce qu'une équipe de recherche américaine, dans les années 95-96, se dise peut-être que c'est parce que ces modèles statistiques, ils ne sont pas à même de prendre en compte la propriété essentielle de ces signaux de trafic Internet. Et leur propriété essentielle, c'est d'être fortement variable, fortement irrégulier. Et donc, j'imagine que vous me voyez venir, probablement fractal. Alors, pour rendre compte de ce caractère fractal, on peut recommencer un petit peu le jeu de tout à l'heure. On prend une de ces traces, qu'on agrège ici dans une boîte de 0,1 milliseconde, qu'on trace sur un intervalle de temps de 4 secondes, et puis en dessous, on trace la même chose sur une durée 2 fois plus longue dans des boîtes 2 fois plus grandes. Donc on a moyenné le trafic dans des boîtes 2 fois plus grandes, mais j'ai tracé sur une durée 2 fois plus longue. Et puis on répète la même opération. Des boîtes 4 fois plus grandes, durée 4 fois plus longue, et puis etc. Et la surprise ici, c'est que en dépit du fait qu'on moyenne dans des boîtes de plus en plus grandes, la forte irrégularité du trafic qu'on voit à ce niveau de résolution, on la voit subsister à ce niveau de résolution-là. Et je redis, si on effaçait les rectangles rouges et toutes les informations qui sont en X et en Y et qu'on mélange ces 4 rectangles, on aurait, ces 4 graphiques plutôt, on aurait le plus grand mal à les classer par taille de boîte de Moyen-Âge croissante. Donc ça, c'est une situation qui est tout à fait inattendue et qui nous rappelle cet effet de ressemblance à soi-même, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde les données. Alors, les auteurs de l'article original m'ont aimablement donné la figure qui a été publiée dans l'article original, donc je vous la propose. Alors, elle est un tout petit peu moins esthétique, mais néanmoins, donc dans la colonne de gauche, c'est du trafic Internet. Alors, on moyenne dans des boîtes de plus en plus grandes du bas vers le haut sur cette figure-là. Et à côté, c'est l'équivalent d'un trafic téléphonique. Et on voit bien que si on fait la même opération sur du trafic téléphonique, eh bien, au bout d'un certain temps, quand on a une boîte de taille suffisamment grande, eh bien, on a complètement fait disparaître la variabilité du trafic, alors que ici, elle a subsisté. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans le trafic téléphonique, on a trouvé une échelle de temps telle que quand on prend une boîte plus grande que cette échelle de temps, on fait disparaître la variabilité. Dans le trafic Internet, on peut prendre des échelles de temps, des boîtes aussi grandes qu'on veut, on ne réussira jamais, bon, presque jamais, à faire disparaître la variabilité du trafic. Ça nous dit que dans le trafic Internet, il n'y a pas d'échelle de temps caractéristique. Donc, puisqu'on a ce constat, eh bien, pourquoi ne pas utiliser les outils mathématiques dont on a parlé tout à l'heure? Donc, pourquoi ne pas faire ce fameux diagramme log-échelle? Donc, je le remonte, je reviens un petit peu en arrière. On va tracer le log des moments d'ordre Q en fonction de l'échelle A, calculé sur ces signaux de trafic Internet. On va les tracer en fonction de l'échelle pour une valeur de Q. Et puis on va regarder pour plusieurs valeurs de Q. Et si on obtient une belle droite, comme dans cet exemple théorique, eh bien on conclut le trafic Internet est fractal. Alors on met ça en jeu sur le trafic Internet, et voilà ce qu'on obtient. Alors on n'obtient pas une droite, donc on conclut non, le trafic n'est pas fractal. Sauf que quand on a envie de voir des droites, on finit par en voir, et on se dit s'il n'y a pas une droite sur ce graphique, eh bien il y en a deux. Une ici, qu'on appellera le comportement dans la limite des petites échelles, et puis une là, qu'on appellera le comportement dans la limite des grandes échelles, qui sont séparées par une échelle de temps caractéristique. Alors, quand même, ce graphique, même s'il n'est pas comme la théorie le prévoit, il a un grand intérêt. Son premier grand intérêt, c'est que ce graphique, on le reproduit, c'est-à-dire qu'on voit toujours la même chose, quels que soient les trafics qu'on analyse, depuis que des données sont collectées jusqu'au trafic le plus récent, c'est-à-dire même du trafic qui est de 2008. Et c'est ce qu'on voit, quels que soient les réseaux sur lesquels on fait la collecte de trafic, aussi bien donc des réseaux universitaires que des réseaux commerciaux,
que des liens transpacifiques, que des liens intra-Europe, etc. Donc il y a quelque chose qui fait que le trafic va systématiquement, dans nos diagrammes log-échelle, être caractérisé par ce comportement-là. Ensuite, cette échelle de temps qui sépare les deux régimes, le régime des grandes échelles et le régime des petites échelles, de façon extrêmement surprenante et de façon très constante depuis 1994, c'est-à-dire depuis qu'on fait des mesures et sur tous les réseaux, il est toujours, à peu de choses près, autour de la seconde. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant et que, pour l'instant, on ne sait toujours pas expliquer. Hein. Alors, évidemment, une seconde, c'était très tentant d'avoir l'analyse suivante. Une seconde, c'est ce qui sépare le comportement des êtres humains, des internautes, au-delà de la seconde, du comportement de la technologie, hein, des buffers, des files d'attente, des serveurs, qui seraient en deçà de la seconde. Et donc, il y aurait une sorte de phénomène d'invariance d'échelle pour la technologie et une sorte de phénomène d'invariance d'échelle pour les êtres humains. Ça, c'est extrêmement séduisant comme interprétation. Et donc on a, avec mes collègues, essayé de travailler sur la validation de cette hypothèse. Malheureusement, sur Internet, chacun fait ce qu'il veut. C'est très difficile de faire comme on fait en physique une manip dont on contrôle les paramètres. Et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas réussi à faire varier, en faisant varier un tas de paramètres, cette échelle caractéristique A. Donc ça reste un mystère. Dans les papiers originaux d'études du trafic Internet, en fait, seule la partie des grandes échelles était disponible, et celle-là a été disponible ensuite quand la technologie a progressé. Ça veut dire que quand les gens prétendaient fractal au début, ils ne voyaient que cette limite des grandes échelles, et donc ils ne voyaient qu'une droite, donc c'était cohérent avec le modèle fractal. Donc ce que les analyses qu'on a fait ici ont permis de faire, c'est de corroborer que si on s'intéresse qu'aux grandes échelles, alors on a bien un modèle fractal de type additif avec un paramétrage qui, là aussi, de façon très surprenante, quel que soit le trafic, quelle que soit la date, quel que soit le réseau, est, disons, de façon très constante autour de 0,8. Donc en dimension fractale, ça fait autour de 1,2, ça fait un trafic qui est légèrement plus irrégulier qu'un comportement linéaire en temps. Ensuite, il s'est agi de décrire la limite des petites échelles. Alors, comme à ce moment-là, les cascades de Mandelbrot, qui sont le modèle multiplicatif, avaient un succès très très important en turbulence hydrodynamique. Évidemment, les autres sciences regardent toujours ce que font leurs voisins et cherchent à utiliser les bonnes idées, ce qui est tout à fait légitime. Donc, beaucoup de gens ont tenté de décrire le modèle des petites échelles dans le trafic Internet avec le modèle multiplicatif. Alors, les outils que j'ai présentés rapidement ici, plus les analyses statistiques que je n'ai pas eu le temps de présenter, nous permettent d'obtenir ce graphique-là. Donc ça, c'est vraiment un résultat de mesure expérimentale sur une durée qui contient plusieurs millions de points. Et ce sont les exposants, en fonction de l'ordre Q, mesurés sur du trafic Internet. Là aussi, de façon robuste, pour de nombreuses traces de trafic différentes. Bon, alors, en dessous, on a tracé la meilleure droite qu'on arrivait à mettre. Je pense que la différence est difficile à voir. Bon, je pense qu'ici, c'est relativement légitime de dire qu'on a un comportement qui est linéaire en Q, expérimentalement. Hein. Il y a des barres d'erreur même qui sont tellement petites qu'on ne les voit pas sur chaque point. Et donc, nos analyses ont proposé de rejeter le modèle multiplicatif et de dire qu'à petite échelle, on avait aussi un modèle additif. Mais face à cette situation, vous voyez, quand on est dans une modélisation scientifique, on est un petit peu déçu de dire, bon, on doit proposer un modèle pour les grandes échelles, un modèle pour les petites échelles, et on les analyse un petit peu indépendamment, alors que c'est probablement le même phénomène qui régit tout le trafic depuis la plus petite jusqu'à la plus grande échelle. Donc on s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un modèle qui garde cette idée fractale, qui accommode l'existence d'un temps caractéristique d'une seconde, et qui décrive toutes les échelles de temps depuis la plus petite jusqu'à la plus grande. Alors, pour ça, on repart de ce que c'est que le trafic. Le trafic, c'est d'abord, donc, chaque fois que vous commencez un mail, chaque fois que vous connectez à une page web, vous commencez une connexion. Donc, on tire au hasard des débuts de connexion et on les tire avec le modèle le plus simple possible, c'est-à-dire un modèle qui correspond à celui du téléphone. Et puis, ce qu'on a fait quand on a commencé une connexion, c'est que dans chaque connexion, on envoie un grand nombre de petits paquets IP. Donc toute la difficulté, ce qu'on appelle une grappe dans ce modèle, toute la difficulté, c'est de choisir l'arrivée de ces petits paquets à l'intérieur de la connexion. Alors pour l'arrivée elle-même, finalement, on a choisi un modèle qui est presque aussi simple que le modèle téléphonique. Et on s'est dit, quoi faire, quoi choisir pour le nombre de paquets à l'intérieur des connexions. Combien chacune des connexions contient de paquets. Là, on est allé regarder
la littérature et on a essayé nous-mêmes de regarder ce qui se passait à l'intérieur des vraies traces de trafic Internet. Et là, quand on a fait l'histogramme du nombre de paquets à l'intérieur des connexions en fonction de la taille des connexions, on s'est aperçu à nouveau que cet histogramme, c'était un histogramme en loi de puissance, donc sans échelle de temps caractéristique. Donc à nouveau, la notion de fractal revient de façon différente dans le jeu. Cette fois-ci, elle intervient non plus sur le décours temporel du signal, mais sur la distribution du nombre de paquets IP que contient chacune des connexions Internet que vous pouvez faire. Donc on s'est dit, faisons un modèle qui reproduit cette deuxième caractéristique fractale du signal. Si on fait ça, voilà, on fabrique un modèle qui marche comme ça. Donc on tire au hasard une connexion, on en tire une deuxième, on tire des paquets à l'intérieur, et vous voyez qu'au moins qualitativement, on reproduit quelque chose qui visuellement peut être un modèle de trafic. Hein. On le refait parce que je trouve joli. On tire la première connexion, les premiers paquets. Avant que la première connexion soit finie, la deuxième a commencé, la troisième commence, etc. Et tous ces paquets sont enchevêtrés. Si on utilise ce modèle et qu'on estime les paramètres associés à ce modèle sur des traces de trafic vrai, on obtient, voilà le diagramme log-échelle qu'on avait pour le trafic vrai, voilà le diagramme log-échelle qu'on réussit à reproduire pour du trafic simulé avec ce modèle. Donc, le point essentiel sur lequel je veux insister, c'est que le modèle ne suppose pas qu'on va trouver ces droites dans ce diagramme-là. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve a posteriori de façon relativement satisfaisante. Donc effectivement, on est content puisqu'on a reproduit l'échelle intermédiaire, on arrive à la mettre où on veut. On peut montrer dans ce modèle, on peut faire des calculs mathématiques, donc on peut montrer analytiquement, théoriquement, que ce modèle, c'est bien un modèle fractal additif au grande échelle, et on peut montrer par des simulations numériques que c'est très proche d'un modèle fractal additif à petite échelle, même si on n'en a pas la preuve mathématique. Donc finalement, on est extrêmement content parce qu'on a un modèle qui décrit toutes les échelles avec un seul point de vue et qui mélange les deux notions fondamentales qui sont associées au trafic Internet, qui est forte irrégularité quand on le regarde en temps, donc une notion de fractal en temps, et puis un comportement en loi de puissance de la distribution du nombre de paquets en fonction de la taille des connexions, donc une sorte de fractal dans la taille des connexions. Et donc on a mélangé ces deux ingrédients, et en mélangeant ces deux ingrédients, on reproduit les statistiques du trafic. Alors, quand on est scientifique, on est très content de soi quand on a réussi à faire ça. Mais forcément, il y a quelqu'un qui vous demande « mais à quoi ça sert ?» C'est probablement la question que vous vous posez. Alors, à quoi ça sert? Ça peut servir à un certain nombre de choses, au moins à avoir fait progresser, enrichi les modèles multifractals possibles, les modèles fractals possibles. La deuxième chose à laquelle ça peut servir de manière plus pragmatique à des opérateurs de réseau, il y a deux catégories d'applications qui ont été envisagées. La première, c'est la prévision. Vous imaginez bien qu'un des enjeux essentiels d'Internet aujourd'hui, c'est de prévoir que va être Internet demain. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui passent leur temps à imaginer comment il faudra construire, développer le réseau, le dimensionner dans le futur. L'intérêt du modèle qui est avancé ici, outre le fait qu'il reproduit les caractéristiques fractales du signal, c'est que les paramètres qu'il faut mettre dedans sont des paramètres très facilement identifiables d'un point de vue technologique. Donc ça veut dire que si demain quelqu'un invente une nouvelle application, du peer-to-peer par exemple, ou une nouvelle application destinée à faire je ne sais quoi, et qu'il est capable de dire eh bien les paramètres du réseau vont être changés par cette application de telle façon, il suffira de mettre le changement de ces paramètres dans notre modèle pour prévoir comment les statistiques du trafic vont changer dans le futur. Donc ça c'est un enjeu intéressant. Et puis le deuxième enjeu important, c'est un enjeu de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Internet est le site d'opérations pirates, que c'est un enjeu de protéger un certain nombre de sites, de surveiller le réseau et de détecter des comportements anormaux, et dans les comportements anormaux, des comportements éventuellement agressifs. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu difficile par la nature fractale du trafic. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que fractal, ça voulait dire que le trafic était naturellement fortement irrégulier, et qu'en plus il avait toutes les échelles de temps caractéristiques. Donc c'est très difficile d'imaginer, de détecter un comportement anormal dans quelque chose qui a déjà en soi une propriété naturelle de très forte variabilité. Donc l'enjeu ici,
c'est d'arriver à faire la part de la variabilité normale, de la variabilité naturelle, de la variabilité fractale et de la variabilité due à une anomalie ou une attaque. Alors pour ça, on a proposé un schéma relativement simple. Donc ça, c'est le trafic, les paquets IP qui arrivent comme tout à l'heure. Bon, par une technique de projection aléatoire, on sépare ce trafic en un certain nombre de sous-trafics. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va faire une analyse de type fractal de ce trafic, c'est-à-dire qu'on va mesurer un certain nombre de paramètres liés au modèle, mais on ne va pas s'intéresser aux valeurs des quantités qu'on a mesurées. On va mesurer ces valeurs pour différents niveaux de résolution, c'est-à-dire qu'on va regarder le trafic à différents niveaux de résolution, on va le regarder avec des règles de différentes tailles. Pour chaque règle, on va mesurer les paramètres, et on ne va pas s'intéresser à la valeur des paramètres, mais on va s'intéresser à la façon dont ces paramètres changent quand on change la taille de la règle. Donc on garde présent cette notion d'analyse fractale qui est une analyse à toutes les échelles de temps en même temps. Bon, on mesure ces paramètres donc à différentes échelles, c'est ce qui est tracé dans la colonne de droite, pour moi, pour vous aussi d'ailleurs. En comparant les différentes sous-traces qu'on a par projection aléatoire, eh bien on peut donner des intervalles naturels de variation, et quand, comme ici, les paramètres sortent de cette gamme naturelle de variation, eh bien on dit il s'est passé quelque chose de pas normal, et on appelle les GIs. Voilà, donc le point important de cette stratégie de détection, c'est qu'elle respecte l'esprit fractal, qui est on ne mesure pas les choses pour leur valeur en soi, parce que leur valeur en soi, elle varie naturellement tellement qu'on ne peut pas en dire grand-chose. Par contre, quand on regarde comment cette valeur varie en fonction de l'échelle d'analyse, eh bien, on peut arriver à extraire des comportements anormaux. Voilà, ça nous amène presque au terme de cet exposé. Vous êtes sûrement fatigué, et moi aussi, à vrai dire. Alors, en guise de conclusion, donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que fractal, c'est essentiellement une notion d'invariance d'échelle, une notion d'autosimilarité. Le tout et la partie se ressemblent, et que ça se matérialise par le fait que quand on fait l'analyse du signal à plusieurs échelles de temps différentes, on ne s'intéresse plus au résultat obtenu, mais à la façon dont ce résultat change avec l'échelle d'analyse. En termes de modélisation mathématique, sont en compétition deux grandes familles de modèles, des modèles additifs et des modèles multiplicatifs. Et pour les raisons que j'ai indiquées plus tôt, il est important, il est intéressant de savoir faire la différence entre les deux. D'un point de vue analyse, alors c'est le point que je n'ai pas eu le temps de discuter. D'un point de vue analyse, puisque l'objet n'a pas d'échelle de temps caractéristique, eh ben on comprend qu'il ne faut pas l'étudier à une échelle de temps particulière, il faut donc l'étudier en même temps à toutes les échelles de temps à la fois. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une analyse multi-résolution. Et pour ceux qui en auraient entendu parler, ben, il y a un outil mathématique qui est parfaitement fait pour ça, qui s'appelle l'analyse en ondelette, qui justement analyse le signal à toutes les échelles de temps en même temps. Et donc c'est cet outil qu'il faut privilégier, mais dont vous entendrez certainement reparler dans les prochains exposés. En termes d'Internet, eh bien donc on a vu que les séries de trafic Internet avaient des propriétés fractales plutôt de type additif, et que ça nous permettait d'avoir des stratégies de prévision ou de sécurité sur les réseaux Internet. Je reviens en guise de conclusion sur la liste d'applications que j'avais mentionnées plus tôt. Alors pour en dire plusieurs choses. D'abord, donc aujourd'hui on s'est intéressé principalement à Internet, mais que cette liste, qui n'est évidemment pas exhaustive, là. Alors, d'abord, plutôt, je vais faire de la pub pour les exposés suivants. Donc, la semaine prochaine, vous entendrez parler à nouveau de concepts de modèles autour de fractal, mais on verra comment s'en servir, non plus pour Internet, mais pour le génome, et c'est Alain Arnaudot qui fera cette présentation. Et puis, le dernier point, c'est que dans cette liste, il y a quelque chose qui peut paraître surprenant, en tout cas, moi, qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a un grand nombre d'applications qui rentrent dans cette liste, donc des applications de nature très différente, certaines vraiment liées à la physique ou à la nature, d'autres liées au comportement des êtres humains, et tout ça serait possiblement décrit par des modèles fractales. Donc quand on est face à cette situation-là, ben c'est assez naturel de se demander quel peut être le dénominateur commun de toutes ces situations, quel peut être l'ingrédient qui fait que dans un système ou dans un modèle, cette notion de fractal va apparaître, et eh bien c'est très probablement ce qui sera évoqué à travers le terme d'universalité des fractals, tant
dans le dernier exposé. J'avais préparé un tout petit peu de bibliographie, avec plaisir que la Cité des Sciences avait fait presque le même choix que moi. J'ai évidemment mis en avant certains des livres de Mandelbrot, qui sont des livres intéressants parce qu'ils ont aussi la dimension, la perspective historique dans la construction de l'objet fractal. De manière générale, les trois premiers sont des livres de la collection Champ-Flammarion sur les fractales, qui est une collection intéressante pour le fractal. Je ne dis pas que ce sont des livres faciles à lire, je pense qu'il faut avoir un petit peu de temps devant soi, mais qui sont des points d'entrée relativement intéressants. Alors les deux suivants sont des ouvrages en anglais. Le cinquième ici, c'est essentiellement des images, de très belles images. Alors là, toutes les plus belles images que vous pouvez imaginer de voir sur le fractal sont là, donc si vous avez envie, vous pouvez regarder ça. Le précédent, c'est une sorte de petite visite guidée du fractal avec des mathématiques relativement élémentaires, et c'est un vrai plaisir à lire. C'est extrêmement subtil, extrêmement bien fait. Je résiste pas au plaisir de vous lire le titre en anglais. Fractal Chaos Power Minutes from an Infinite Paradise. Voilà. J'espère qu'on a fait un petit tour dans ce paradis infini. Les auteurs de ces conférences, bon, j'ai pas mis nos livres, ont aussi contribué à ce domaine-là, donc vous pouvez aussi les trouver facilement. Et puis, juste pour le plaisir aussi, à la fin, j'ai mis cette référence qui est une bande dessinée en fait chez Belin, qui est la collection Les Chroniques de Rose Polymath, qui est quelque chose que j'avais lu il y a trop longtemps, quand j'étais très jeune, et que je n'avais pas la moindre idée du fait qu'un jour je travaillerais sur les fractals. Et j'ai donc relu pour préparer cet exposé avec grand plaisir, et c'est extrêmement bien fait. Donc voilà, c'est un excellent point d'entrée que je recommande avec plaisir. Voilà. Alors, il me reste des remerciements à faire. Donc, moi, je veux remercier la Cité des Sciences parce que je pense que ces échanges sont extrêmement intéressants. J'espère qu'ils l'ont été pour vous. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cet exposé dans un cadre qui est différent de celui dans lequel on expose d'habitude en tant que chercheur. Donc, ça, c'était très intéressant. Il y avait, je trouve, dans cette présentation des belles figures et des beaux films. Je le dis avec d'autant plus de facilité que la plupart n'ont pas été faites par moi, mais ont été faites par mon collègue et ami Erwig Wendt, que je remercie très chaleureusement pour son travail et pour son aide ici. Le travail de chercheur, il a ceci de paradoxal que c'est un travail qui est extrêmement solitaire et qui pourtant ne se fait que en équipe, surtout à l'heure actuelle. Et donc évidemment ce que je vous ai présenté, c'est le résultat de nombreuses années de travail avec un grand nombre de chercheurs, au premier rang desquels mes collègues de l'équipe Sisyphe, mais aussi un certain nombre de chercheurs étrangers, notamment australiens et américains sur ces sujets, qui sont associés à ce travail et que je remercie aussi. Et puis il y a un certain nombre de mes collègues et amis qui m'ont servi de relecteurs, de contradicteurs pour préparer cet exposé, François notamment, qui est sûrement quelque part, que je remercie aussi, et puis ma fille qui a bien voulu me servir de cobaye et me permettre de voir comment on pouvait appréhender certaines choses. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, outre toutes celles qui vont être mises à disposition par la Cité des Sciences, voilà mon adresse mail et les pages de nos équipes de recherche sur lesquelles vous trouverez ce texte et puis un certain nombre de documentation complémentaire relativement à cet exposé. Je vous remercie de votre attention.